Bonjour à tous et à toutes, je suis Yann Dédoué, je suis de la Fondation de France Grand Ouest et j'ai le plaisir, à la demande du Marsouin et de l'association À vos soins, d'animer cette table ronde sur le financement. Alors le financement, on a vu que sur le sujet de l'innovation, il était arrivé assez rapidement ce sujet-là. Donc ça va permettre de poursuivre cette conversation qui a été démarrée juste avant le déjeuner. Donc avec des acteurs plutôt publics avant le déjeuner. Et là, nous allons avoir une certaine complémentarité sur notre panel, puisque nous allons avoir des acteurs plutôt privés. On les laissera se définir. L'idée, là, c'est de partir d'un cas pratique. Le cas pratique de la conciergerie solidaire et de son projet Comptoir Mobile Senior. Et d'avoir, par rapport à ce projet très concret et très intéressant, les réactions, les regards de différents accompagnateurs de projets. Peut-être pour démarrer, parce que la session après déjeuner est toujours un peu difficile, on entame la phase de digestion. Donc, je vais vous faire juste réagir sur 3 affirmations et vous demander, pour ceux qui le peuvent, soit de vous lever, soit de lever la main, sur des questions assez classiques qui reviennent sur le financement. On en a évoqué certaines ce matin. La première affirmation, c'est, alors que vous soyez porteur de projet ou autre, vous pouvez réagir même si vous n'êtes pas porteur de projet. La première affirmation, c'est, et donc si vous êtes d'accord avec cette affirmation, je vous demande de vous lever. Première affirmation, rechercher des financements pour ma structure et les projets qu'elle mène me prend beaucoup trop de temps. Bon, on est pas mal, hein. Deuxième affirmation, j'aimerais que les financements prennent davantage en compte les frais de fonctionnement de mon organisation. Ouais, c'est largement majoritaire aussi. Dernière affirmation, je trouve que les financements de long terme, je trouve que les financements long terme sur des projets sont faciles à trouver. C'est bien, vous suivez, vous êtes réveillés. Donc c'était le petit piège. Et effectivement, donc dans ces 3 affirmations, que ce soit le temps nécessaire pour rechercher des financements, 91% des associations trouvent que c'est la première difficulté. Le fait d'avoir des financements fléchés sur le fonctionnement de l'organisation, on a 90% des acteurs qui trouvent que c'est difficile. Et le fait d'avoir des financements des projets long terme, c'est 89%. Ce que dit l'enquête du Conseil économique, social et environnemental, faite en mars 2024. Et je vous renvoie vers cette enquête assez intéressante, car faite sur un grand panel. Donc je vais laisser nos intervenants se présenter, nous dire qui ils sont et nous dire la raison pour laquelle ils ont accepté d'être sur cette scène avec moi. Florence. Bonjour à tous, donc Florence Leny, moi je suis la déléguée générale de la Fondation Mutualia Grand Ouest, qui comme son nom l'indique est une fondation d'entreprise, une fondation de la mutuelle Mutualia. On a créé cette fondation en 2018. Elle est aujourd'hui reconnue d'utilité publique et notre intention, c'est d'inciter chacun à prendre soin de sa santé. Donc par des dispositifs qu'on met en place en prévention, santé, accès aux soins, ou par l'accompagnement de projets. Ils sont nombreux sur nos territoires, en Bretagne, en Centre, Normandie et Pays de la Loire. Pourquoi je suis venue aujourd'hui ici alors pour faire plaisir déjà à l'association À vos soins, parce qu'on les soutient depuis le début et on a eu beaucoup de plaisir à voir se multiplier les unités mobiles sur le territoire, et puis aussi pour rencontrer des porteurs de projets avec lesquels on peut avoir des ambitions communes sur le long terme. Ce matin, je ne sais pas s'il est là, j'ai rencontré Médecins Solidaires qui agit sur le centre et clairement on va se recontacter dans 15 jours parce que je pense qu'on a de belles choses à faire ensemble. Donc c'est déjà une bonne motivation. Alors pour les billets, pour la file d'attente à la fin, ça sera vers là-bas. Morgane ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Morgane Frino, je suis directrice de l'innovation sociale à la Conciergerie Solidaire. Rapidement, la Conciergerie Solidaire, c'est une entreprise d'insertion qui évolue sur le territoire national, sur plutôt les grandes métropoles. L'objectif, c'est d'utiliser en fait l'activité de conciergerie. Alors la conciergerie, c'est quoi? C'est un comptoir de service. D'utiliser ce métier pour accompagner des personnes qui sont un petit peu sur leur dernière marche avant l'insertion sur le marché du travail. Je vous présenterai après peut-être le comptoir mobile. Juste en introduction, vous dire que je m'excuse puisqu'en fait, il devait faire partie de ces 2 jours de festival et malheureusement, il a été retenu à Roubaix. Alors pour un projet hyper chouette puisque c'était dans le cadre d'une animation, mais vraiment navré. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce dispositif, je vous relayerai volontiers pas mal d'informations. Laure-Marie. Bonjour à toutes et à tous, Laure-Marie Sanchou. Donc, moi je viens de la Mutualité française, la Fédération nationale de la Mutualité française. Et donc pourquoi je suis là aujourd'hui? Peut-être tout simplement parce que la Mutualité française c'est un acteur de santé à part entière. On pense très souvent à l'aspect mutuel complémentaire santé, mais la mutualité oui, c'est aussi un acteur de prévention, un premier acteur de prévention privée. C'est aussi un gestionnaire d'établissements et de services, de soins médico-sociaux, d'optique, de centres de santé, et qui est aussi confronté en tant que porteur de projet à la fois l'intérêt du aller vers et puis les difficultés et les solutions que l'on peut trouver. Et puis simplement dire que évidemment un très grand plaisir aujourd'hui d'être ici parce que c'est incroyable. Moi je suis arrivée tout à l'heure, j'ai pas la chance d'être là hier, mais ce festival est je pense une grande et belle réussite et marque je pense la vraie mesure de la découverte ou de la redécouverte peut-être de ce que veut dire l'aller vers en matière évidemment d'accès aux droits, d'accès aux soins et de cette priorité quand même de santé publique, je viendrai là-dessus, de lutte contre les inégalités aussi sociales et territoriales de santé. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Libaud, je suis responsable de l'animation territoriale et du développement à France Active Pays de la Loire. Donc nous, France Active, on est une organisation locale qui fait du financement de l'entrepreneuriat engagé. Dans l'entrepreneuriat engagé, on va intégrer beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire, associations, coopératives en particulier. Et puis, on va également, on déborde un petit peu statutairement sur des entreprises classiques, dès lors qu'elles ont dans leur projet d'entreprise, dans leur organisation, dans leur stratégie, des éléments qui sont des marqueurs de l'engagement, notamment avec une convergence vers ce qui est la responsabilité sociale des entreprises. Donc techniquement, on a plutôt, nous, un rôle de financeur, c'est notre cœur de métier, avec des outils de prêt, de garantie. Et puis, on est également délégataire d'un dispositif que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le DLA. On l'est en Loire-Atlantique, en Mayenne et en Maine-et-Loire, qui est là plutôt un dispositif de financement de conseil. Donc on est plutôt une organisation qui connaît bien les structures de l'ESS, qui connaît bien leurs problématiques de financement. Nous, on est financeurs donc, de leurs investissements ou de leur trésorerie, mais on ne peut pas être financeur de ces deux éléments sans avoir une lecture des modèles économiques. Donc je me plais à croire que c'est ça qui nous a qualifiés pour être sollicités par Avosoin pour être présents cet après-midi. Je m'associe aux paroles qui ont déjà été portées sur la qualité du festival pour vous dire mon plaisir d'être là. Et puis pour la petite histoire, le pourquoi je suis là, donc un peu comme Florence, c'est un peu par fidélité au projet d'Avosoin que j'ai la chance de de connaître, d'avoir suivi dès sa création, de l'avoir vu grandir. Et on se rappelait tout à l'heure avec Nicolas Blouin, son directeur, d'échanges qu'on avait pu avoir sur justement cette question du financement.
avec tout ce qui pouvait être les problématiques d'Avos Soins à sa création et modestement tout ce qu'on a pu leur apporter pour faire évoluer leur regard et faire qu'aujourd'hui, alors là très modestement parce qu'ils le doivent à eux, mais faire que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà le pourquoi de ma présence. Merci Philippe. Donc je vous propose que tous ensemble nous partions à Roubaix. Donc suivre le projet du comptoir mobile senior. Morgane, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce projet est né et puis comment il s'est développé ? Oui, bien sûr. Donc le comptoir mobile senior, il est à Roubaix, il sillonne, donc c'est un camion qui sillonne plusieurs quartiers prioritaires de Roubaix. L'initiative, en fait, elle vient de la CARSAT en 2019 qui, dans le cadre de la convention Éclat, a mis autour de la table des acteurs du logement social, des collectivités, des fondations, autour en fait du bien vieillir au domicile ou du mieux vieillir à domicile. Juste quelques chiffres. Roubaix, vous avez plus de 15% en fait de la population qui est considérée comme senior, 9 seniors sur 10 qui vivent à domicile et à peu près plus de 50% des plus de 80 ans qui sont seuls à domicile. Donc il y a des vrais enjeux d'aller sécuriser le mieux vieillir au domicile. Et donc l'innovation, c'est de se dire comment ensemble, en fait, dans un dispositif d'aller vers, dans un dispositif de dernier kilomètre, on va aller accompagner ces publics pour être finalement en détection, une sorte d'accueil un peu directionnel pour on boit un petit café en grande proximité, en convivialité, on s'interroge sur vos besoins et on oriente vers les dispositifs bailleurs et les dispositifs de droit commun. Donc le camion, il a un planning très précis. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on est sur Roubaix. Tous les lundis à 10h, on est au même endroit. On se donne rendez-vous avec les habitants. On s'attend au camion, mais aussi on a su avec agilité adapter notre offre de service puisqu'en fait on va faire du porte-à-porte notamment puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait énormément de seniors qui n'étaient absolument pas distingués dans le diagnostic et en fait qui étaient au domicile et qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc il y a eu vraiment ce travail-là aussi de maillage très fin, de compréhension. L'idée, c'est de se donner rendez-vous, d'échanger, de rendre service sur une offre de service très concrète. Ça va être la baguette de pain, ça va être la poste parce qu'on a quelqu'un qui a besoin d'envoyer une petite lettre, ça va être la retouche si on a des besoins de retouche. Donc voilà, une offre de service très simple, adaptée aux gens et adaptée à leurs besoins. Je pense que ça, c'est intéressant et on pourra y revenir, mais ce qui est chouette, c'est de se dire qu'en fait, un senior, c'est pas un état fixe qui le caractérise, c'est aussi des fois la météo, des fois de se dire qu'on a les genoux un peu rouillés et que c'est difficile d'aller à la boulangerie et que si on peut prendre sa baguette de pain en bas de chez soi, c'est déjà super. Mais quand on est de nouveau capable d'aller faire une petite marche jusqu'à la boulangerie, c'est génial en fait d'accompagner aussi cette personne et d'être nous finalement très agiles par rapport à sa situation. Et donc c'est comme ça que le projet est né, avec un enjeu d'animation, un enjeu aussi de mise en lien et d'être un peu le chef d'orchestre d'une offre de service existante. Donc moi j'aime à dire qu'à la conciergerie on est expert en rien et on ne pourrait pas l'être avec le projet social qu'on défend. L'idée c'est d'être la porte d'entrée, d'être un peu le gardien d'immeuble qui n'existe plus ou d'être la personne en mairie qui n'est plus trop là et de le faire avec simplicité, convivialité pour pouvoir orienter assez vite vers les dispositifs de droit commun, dispositifs bailleurs. Le sujet qui nous occupe ici, c'est le financement. Comment ça se passe à ce niveau-là pour lancer ce projet-là ? Alors, ce projet, il est en clôture en fait de phase expérimentale, puisque ça fait 2 ans qu'on a une expérimentation qui a mis autour de la table à la fois la ville de Roubaix, qui a notamment financé l'investissement, donc le camion et son aménagement, puisque quand on voit les dispositifs mobiles, il y a acheter le camion, puis il y a aussi de l'aménager, et c'est pas mal de boulot là-dessus. Également la G2R et la CARSAT, plutôt orientés sur le public cible, donc le senior et les aidants, et aussi l'intergénérationnel, mais d'abord ces 2 publics cibles. Et ensuite, il y a quelque chose d'intéressant qu'on a travaillé avec les bailleurs. Quand je dis bailleurs, c'est Vilogia, SIA Habitat et Partenor. C'est une convention interbailleurs. Donc on est ensemble dans la même convention et l'idée c'est de se dire comment en fait on va aller au plus près des bailleurs, au plus près des résidents, pour justement accompagner le mieux vivre au domicile et faciliter la reconnaissance de besoins d'adaptation du domicile quand il s'avère être nécessaire. Donc c'est vous qui allez chercher les fonds ?
Alors, sur cette première initiative d'expérimentation, on est venu nous chercher. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait eu un travail de diagnostic poussé sur de la maîtrise d'usage par un organisme qui s'appelle Quartier Libre, qui est sur la métropole européenne de Lille. Et on cherchait un porteur opérationnel. Et on s'est dit, qui sait aller pousser un peu la porte des habitants, comment ça se passe, etc. Et donc, on a été distingués. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a un petit peu embarqué sur le projet. Et je fais la transition, on se retrouve aujourd'hui en phase finalement de clôture. Et puis, on se sent un peu responsable de la suite du projet, en fait. Et on se dit, est-ce que c'est vraiment notre rôle d'aller porter nous-mêmes la suite du projet en qualité d'entreprise d'insertion et puis un peu petit acteur local finalement sur ce grand paysage. Avec quand même une charge mentale pour le continuer? Avec un grand enjeu de se dire, en fait, on a travaillé de façon très poussée. On parlait d'impact ce matin et donc on a eu une évaluation sur 2 pans, évidemment, une évaluation plutôt chiffrée. Quand je dis chiffrée, c'est on est capable de vous dire le nombre de personnes qui sont venues au camion, le nombre d'orientations qu'on a fait, sur quelle thématique. Quand on faisait du téléphone, on a même mesuré combien de temps au téléphone on passait. Enfin, on a joué le jeu, vraiment. Une évaluation aussi qualitative qu'on a sous-traitée plutôt à des services civiques seniors qu'on a embarqués sur le projet pour éviter que ce soit notre concierge qui a la grande proximité avec les usagers qui réalisent cette évaluation. Et donc, je suis en capacité de vous dire que ça marche, en fait, qu'il y a un sentiment de mieux vivre à l'échelle du quartier, qu'on a des seniors. Alors, quand je dis ça marche, ça peut choquer un petit peu, puisque moi, la phrase que je retiens, c'est un senior qui me dit, en fait, moi, ça me rassure de savoir que vous êtes là, parce que s'il m'arrive un truc, au moins, il y a quelqu'un qui me retrouvera. Voilà, ça marche. Je suis en capacité de vous dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait du porte-à-porte et qui vient voir si tout se passe bien. Et puis de se dire que il faut un temps long pour que le public senior soit aussi en capacité, notamment quand il vit en quartier prioritaire, de réfléchir à quel est son besoin, en fait. Et est-ce qu'il a le droit de l'exprimer, son besoin? Est-ce qu'il sait l'exprimer? Et comment on l'accompagne aussi à être plutôt aussi en qualité un peu de comment dire... Alors, pas de client, mais en tout cas, voilà, je sais quel est mon besoin et donc je demande de l'aide. Et donc ce travail un peu avec pédagogie, on l'a aussi fait. Donc notre projet fonctionne bien et aujourd'hui on arrive un petit peu à la croisée des chemins où moi j'ai un camion en fait qui a été financé et je remercie la ville de Roubaix d'avoir vraiment investi dans ce dispositif. Néanmoins aujourd'hui il nous appartient finalement ce camion. La ville de Roubaix oriente plutôt les bailleurs à être responsables de par les taxes et en tout cas les fonds que la ville de Roubaix oriente en direction des bailleurs. Il y a aussi une sorte d'attente pour que les bailleurs se sentent responsables de la continuité du projet. La CARSAT est hyper contente en fait du projet et aimerait le dupliquer. La G2R également. Et puis j'ai 3 bailleurs qui me disent finalement moi j'avais réussi à trouver une enveloppe subvention. Et puis là on bascule dans une autre sphère qui est plus l'amorçage et je ne sais pas comment faire. Et en fait c'est à vous d'aller trouver un modèle économique autonome à un projet qui vise sans doute un peu l'intérêt général. Voilà. Florence, vous accompagnez à la Fondation Mutualia des dizaines et des dizaines de projets. Donc là, on voit un projet où il y a effectivement eu un démarrage plutôt assez facilité par le fait qu'il y avait des fonds, mais se pose la question sur la suite de comment poursuivre. Vous vous posez aussi la question de peut-être essaimer ailleurs sur d'autres quartiers. Comment tu regardes ça et ce type de projet en tant qu'accompagnateur de projets d'intérêt général? Quel est ton regard, tes observations, tes préconisations peut-être? Alors, je ne connaissais pas le projet avant le festival d'aujourd'hui. Je trouve déjà le projet extrêmement intéressant parce qu'on a besoin de remettre de la solidarité sur nos territoires. Et là, il répond pleinement à cet objectif. La première question que je t'ai posée quand tu nous as parlé du projet et là sur l'heure du déjeuner, c'est mais finalement, c'est quoi le statut du porteur de projet? Alors, désolée, parce que je suis arrivée sur tout de suite des questions très pratico-pratiques. Mais pourquoi cette question? Parce que le statut, il va vraiment faciliter en fait les aides apportées par les fondations, notamment d'entreprises, typiquement une fondation comme la mienne, où pour pouvoir participer, coopérer sur un projet, on va devoir prouver qu'il n'y a pas de caractère commercial dans l'activité du porteur de projet. Donc ça, on en a un petit peu échangé. Je pense que
la question du statut est importante. Après, on peut le critiquer ou pas, mais c'est le cadre dans lequel nous jouons. Et juste pour ajouter une réflexion par rapport à ça, au-delà, on parle souvent, il y a les financements publics, il y a les financements privés. Et moi, je trouve ça dommage parce que très souvent, j'ai des porteurs de projets qui viennent me voir et qui me disent on a un super projet là à vous présenter à la Fondation, un très beau projet encore la semaine dernière en prévention en Vendée. On va venir, on attend d'avoir le go du public, des financeurs publics. Oui, là, c'était le département pour le coup. Et puis, dès qu'on a le go, on revient te voir. Et c'est de se dire, mais pourquoi ? Enfin, en fait, c'est dommage parce que en tant que mécène privé, on n'a pas forcément besoin de cette caution du public. Et bien au contraire, je pense à tout un tas de projets où on a commencé par du financement privé et où finalement, ça a pu rassurer le public, les financeurs publics, et où les projets ont eu plus de subventions, si on parle là de subventions. Donc voilà, ça c'est une première remarque. J'en ai d'autres, mais je ne vais pas tout... Sur l'élément du statut, Morgane, c'est en tant que conciergerie solidaire, donc vous êtes sous un statut commercial, d'insertion mais commercial. Par rapport à ce projet-là, la question du statut, vous la posez ? Oui, exactement. En fait, on est sur un statut commercial puisque le 80% de notre activité, c'est de proposer de la conciergerie en entreprise. Et donc, on pourrait difficilement aussi travailler avec des acteurs entreprises si on n'avait pas statut commercial. Il y a des acheteurs comme les acheteurs d'Orange ou d'autres grosses boîtes qui ne seraient pas très contents qu'on ait nos statuts. Et c'est ce statut qui nous permet d'honorer, nous, notre mission d'insertion professionnelle. Donc, c'est là où, à un moment, le serpent se mord un peu la queue. Mais évidemment, en fait, au niveau national, on pense à un moment scinder nos activités pour reconnaître le caractère commercial de notre activité de conciergerie qui fonctionne à plus de 85% sur des fonds propres, donc notre capacité aussi à générer un modèle et donc à y greffer un projet d'insertion, entreprise d'insertion sur ce modèle-là, et puis à réinterroger en effet ces expérimentations qu'on mène dans les quartiers ou en zone rurale ou pour d'autres publics plus cibles et sur leur caractère plutôt d'intérêt général et essayer peut-être de s'orienter sur un statut associatif pour ce type de mission uniquement et pourquoi pas réinterroger à terme aussi le projet social en fait puisque l'entreprise d'insertion, alors si on est un peu technique, mais elle est à plus de 70% ou en tout cas sur des fonds propres et puis 30% un peu de subventions. Et aujourd'hui, quand on regarde un modèle économique sur des quartiers ou des publics cibles, on n'atteint jamais en fait ce ratio. Donc il y a aussi un enjeu à peut-être, si on regarde un peu positivement les choses, innover ou en tout cas challenger sur le projet social également. Laure-Marie, Mutualité Française, on sait que l'accompagnement, ça peut être du financement, mais c'est pas que ça. Est-ce que sur un projet comme ça, est-ce que d'aller vers, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à la Mutualité Française et de quelle manière vous avez d'accompagner ce type de projet ? Alors oui, ça nous parle bien. Je crois que ce qui est très intéressant dans la présentation du projet, outre l'objet lui-même, c'est ce constat finalement que trouver de la ressource pour lancer un projet, c'est pas forcément le moment le plus compliqué, mais que quand on en arrive à vouloir le pérenniser, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Et ça m'amène à une première chose en termes d'apport, et c'est vrai que la mutualité, on a pu aussi réfléchir à ces questions-là au niveau national puis au niveau local, l'Union régionale Pays de la Loire qui est ici. C'est d'autres manières en fait d'accompagner des projets. Je crois que lors du festival, pas ce matin, mais hier, il y avait des questions aussi peut-être autour de la force ou la solidité finalement du porteur de projet. Et donc, par exemple, des modalités en fait d'accompagnement en termes d'ingénierie pour pouvoir à un moment donné lancer un projet, c'est-à-dire accompagner finalement une structure qui veut se lancer, comment finalement elle peut travailler, comment on peut l'accompagner pour se lancer. C'est quelque chose qui peut être facilitateur.
Je voulais aussi aborder le mécénat de compétences parce que on est... Peut-être, Laure-Marie, sur ingénierie, est-ce que Oui. tu as des exemples concrets d'accompagnement que Oui. vous avez pu faire Oui, déjà sur alors, ce premier volet? Ingénierie, et donc par exemple, on a des partenariats au niveau de la mutualité française, au niveau de la fédération, avec des associations. On travaille avec une association qui s'appelle Banlieue Santé, qui intervient donc dans des quartiers prioritaires de la ville, et notamment qui a toute une action qui s'appelle Café des femmes. Le constat, c'est que finalement, il y a beaucoup de femmes en fait dans les quartiers prioritaires de la ville qui ont du mal à pouvoir sortir de chez elles, qui ne sont pas forcément en emploi et qui ont aussi du mal tout simplement à pouvoir prendre le temps ou même à se dire qu'elles peuvent penser à elles-mêmes, prendre soin notamment de leur santé. Et ce partenariat, il a donné lieu à l'apport finalement par la mutualité française, un peu de réflexion autour d'un projet pour faciliter la prise en compte de certains déterminants de santé, notamment l'alimentation. Donc la mutualité a travaillé à la conception un peu de l'action, d'un module en termes de comment on s'alimente bien, quels sont un peu les grands points importants en termes d'alimentation, et à accompagner finalement la formation avec ce module de femmes qui elles-mêmes après sont devenues des relais. Donc ça, c'est un deuxième point, c'est que finalement, au travers de ces éléments un peu d'ingénierie et puis d'action, je voulais revenir aussi sur ce sujet de, on va le dire en français, capacitation, voilà. On ne dit pas empowerment, effectivement. Voilà, mais c'est plus difficile à dire. Aussi des personnes elles-mêmes. Et ça, c'est hyper important aussi dans les projets. Je trouve que c'était intéressant de dire, ben voilà, finalement, une personne, à un moment donné, on va être là en appui, et ça va peut-être lui redonner le boost pour que, après, ça aille mieux et qu'elle puisse en fait reprendre aussi quelque part ses choix et sa participation de la pleine manière. Donc ça, c'est un exemple. Mécénat de compétences, pourquoi j'y reviens ? C'est parce qu'en fait, on est aussi avec des capacités, des possibilités, par exemple pour des entreprises qui peuvent soutenir aussi leurs salariés, qui ont envie de s'engager, qui peuvent faire du mécénat de compétences auprès notamment de porteurs de projets de ce type, et notamment dans des phases où on est peut-être une phase un peu plus compliquée, par exemple quand il s'agit de réfléchir à une suite ou une poursuite. Ça peut être aussi de l'apport tout simplement de mécénat de compétences, c'est-à-dire par exemple de professionnels de santé, qui peuvent être à la retraite ou autre. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et dernier élément, en ce qui concerne notamment nous la capacité à la mutualité, c'est aussi ce sujet d'être un peu ensemblier. On a des réflexions, des dialogues avec des collectivités locales, des associations, des partenaires, des mutuelles. Enfin bon, beaucoup d'acteurs qui peuvent finalement aussi être intéressés et qui peuvent à un moment donné avoir une sorte de coalition pour soutenir, faire émerger, accompagner un projet. Et c'est peut-être pas de l'apport financier direct, mais c'est aussi des outils et peut-être des appuis qui sont importants pour accompagner finalement le porteur de projet lui-même à solidifier finalement le projet. Il me semble, dis-moi si je me trompe, mais que ça a été le cas aussi sur le Marsouin où vous avez facilité la venue de professionnels. Absolument. Alors, c'est Emmanuel qui est dans la salle qui pourra peut-être en témoigner mieux que moi, mais c'est tout à fait ça. C'est aussi l'apport de professionnels de santé, aussi par les réseaux, notamment en optique, audio, de pouvoir mettre en relation et se dire comment on crée des synergies. Qui peut, sur ces dispositifs-là, être très intéressant. Philippe, chez France Active, vous avez un axe qui est de parler aussi, pas que, mais aussi de modèle économique. C'est vrai que c'est un terme qui peut faire peur sur le monde non lucratif. Explique-nous ce que vous mettez, vous, dans cette analyse et dans, finalement, c'est quoi regarder le modèle économique d'un projet, d'aller vers le Marsouin, par exemple, ou le projet Comptoir Mobile Senior. Voilà. Est-ce que tu peux expliciter ça ? Tout le paradoxe, c'est qu'on regarde les modèles économiques pour pouvoir financer les projets. Alors, quand je dis financer les projets,
À notre niveau, on est un peu l'équivalent d'une forme de banque, c'est-à-dire qu'on ne finance pas l'exploitation, on ne finance pas l'économie. Ce qu'on vient financer, nous, c'est le financier. Donc on va financer la trésorerie, ce qui vous sert à anticiper le fait que les subventions ou les clients ont des délais à payer. On va financer aussi les investissements. Donc les modèles économiques, nous, on les regarde comme un élément entre guillemets, de solvabilité des projets dans la durée, pour que quand on met des financements pour financer la trésorerie ou les investissements, eh bien, d'un certain point de vue, on ait une forme de garantie par le projet lui-même du fait que les fonds qu'on a prêtés vont bien revenir chez nous. De ce point de vue-là, il y a bien un retour. C'est des prêts ou des apports qui nous reviennent. Pour être très clair, est-ce que quand tu parles de modèle économique, tu parles de rentabilité ? Oui, puisque le modèle économique, s'il veut être en capacité de rembourser les prêts qui lui ont été faits, doit dégager une rentabilité. Et j'ai envie de dire, il a même intérêt à dégager une rentabilité qui est, alors j'allais dire double. C'est à la fois pour rembourser et puis renforcer ses fonds propres pour, dans la durée, finalement ne plus avoir à solliciter des fonds externes pour financer sa trésorerie en particulier. Sur la dimension investissement, et c'est un élément qui m'a interrogé moi dans le projet de Morgane, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que sur l'élément investissement, c'est quelque chose qui peut être refinancé de manière régulière. Via les dotations aux amortissements, il y a la capacité à couvrir le renouvellement de ces investissements. Donc normalement, dans un monde classique marchand, c'est comme ça que les choses se font. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas forcément là, je me suis présenté comme un financeur de l'économie sociale et solidaire. Dans l'économie sociale et solidaire, on est malgré tout, même si on est sur des modèles économiques qui peuvent être plus hybrides, parfois même très très financés par la puissance publique ou des subventions privées, malgré tout, il y a quand même cette capacité à aller chercher des prêts pour financer ces investissements. Et donc je reviens à ce que je disais par rapport à Morgane. C'est le financement de la ville de Roubaix du camion. Moi, je me demande, est-ce que la ville de Roubaix n'aurait pas plutôt eu intérêt à ne pas financer le camion et financer le projet un petit peu plus longtemps dans la durée pour donner une chance à ce que l'expérimentation déjà qui est visiblement avérée puisse se pérenniser parce que le financement, alors là je parle de France Active, mais elle aurait pu aller voir le Crédit Mutuel, la Caisse d'Épargne, la Société Générale, la BNP, n'importe quelle banque. A priori, ils auraient pu les financer aussi puisque c'est de l'investissement qui est amortissable. Donc toi, tu as des exemples concrets d'associations, alors soit qui font de l'aller vers, soit du secteur sanitaire et social, où c'est vrai que c'est pas forcément le premier réflexe qu'on peut avoir d'aller voir sa banque. Tu as des exemples concrets où une asso, même de taille moyenne ou de petite taille, moins de 300, 400, 500 000 euros de budget, entre dans ces démarches-là. Oui, c'est notre quotidien. Nous, une partie de notre projet, c'est de prendre une part de risque. Parce que si on n'était que dans l'incantation, ça ne fonctionnerait pas. Mais une partie de notre projet, c'est d'amener des acteurs, on va dire, sociaux, solidaires, à utiliser les outils, notamment du monde bancaire, pour financer une partie de leurs besoins. Je ne dis pas tous les besoins, puisque les besoins par nature qui relèvent de l'exploitation, eux, sont extrêmement difficiles à faire financer par le monde privé. Donc là, je sors évidemment les banques, mais là, je pense plus au public. Quand on est sur des publics fragiles, le public de l'aller vers, alors c'est pas systématique, mais ça peut être des publics fragiles. Là, évidemment, c'est compliqué d'aller trouver de la solvabilité sur le public lui-même. Donc là, c'est plutôt la puissance publique ou des mécénats ou en tout cas des partenariats privés qui peuvent prendre le relais. Mais par contre, sur ce qui concerne les investissements, là, c'est totalement possible dès lors que le modèle économique montre la capacité à rembourser les prêts qui ont été accordés. Merci. Florence. Ouais, moi, je voulais rebondir sur le modèle économique, parce qu'on en a parlé aussi tout à l'heure. Et je crois que ce n'est pas un gros mot, en fait, de parler de ce modèle. C'est ce qui différencie l'idée de l'innovation, c'est-à-dire le fait, à un moment donné, de tester une idée et puis de faire en sorte qu'elle rencontre son marché. Moi, c'est un peu la casquette d'ancienne du marketing qui me fait dire ça, mais effectivement, on a besoin de temps long
pour réussir vraiment à faire passer l'idée à l'innovation. Et moi, j'ai remarqué quelque chose en regardant le projet. Je crois beaucoup à tout ce qui est mutualisation. Alors, je dirais que c'est normal, travaillant dans une mutuelle. Aujourd'hui, la permanence du camion, le camion, il est utilisé sur 1 heure, voire 2 heures au maximum par jour. Je crois que c'est ça. Jusqu'à 4 heures sur une journée. Donc la réflexion était de dire il y a encore 5-6 heures où le camion n'est pas utilisé. Alors, c'est pas chose facile que de mettre en place des synergies avec des acteurs de son territoire, mais bien souvent, ça va permettre de diminuer des coûts ou aller chercher des financements complémentaires. Et là, moi, ce que je me suis dit, c'est que ça pouvait être intéressant soit de s'associer à une autre association qui peut utiliser le camion parce qu'elle a un besoin d'aller vers ces mêmes populations pour une autre problématique, un acteur du public également, et qui sera peut-être derrière beaucoup plus enclin finalement à financer sur du long terme et du fonctionnement le projet. Ou même, j'irai un petit peu plus loin et je reprendrai ce qui s'est dit tout à l'heure sur le rendre acteur. Ce qui est intéressant dans ces dispositifs, c'est toujours de se dire, le jour où le camion arrête, qu'est-ce qui se passe ? Et bien souvent, il ne se passe plus rien. Et l'idée d'un projet comme ça aussi, c'est d'initier quelque chose de nouveau dans le quartier. Et donc, on peut aller plus loin en se disant, mais est-ce que les habitants de ce quartier-là ne peuvent pas, entre eux, se rendre également des services ? Ce sont des choses qui se développent pas mal avec des associations comme Voisins Solidaires, par exemple, qui misent sur le fait qu'il y a un gisement de solidarité en fait, qui est énorme en France et sur le fait que demain, il faut absolument qu'on valorise aussi le bénévolat. Moi, ça, je suis persuadée qu'on ne valorise pas assez le bénévolat aujourd'hui en France. Donc, c'est se dire, est-ce que ce temps, on ne peut pas l'utiliser aussi pour faire en sorte, mais encore, je n'ai pas résolu le côté qui porte le projet, mais les habitants, entre eux, se rendent des services et on peut avoir un concierge finalement qui organise tout ça. En tout cas, mutualiser nos services, travailler avec les partenaires du territoire, j'y crois beaucoup pour diminuer les coûts et aller chercher d'autres sources de financement. Alors Marie ? Ouais, je voulais réagir et c'est aussi à un des points que Morgane a soulevé. En fait, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que finalement, cet exemple, mais comme d'autres, au final, ça montre en fait un potentiel de service qui a pu exister. Tu parlais des gardiens d'immeubles, qui n'existe plus. Donc on a travaillé, tu as travaillé avec ton projet à finalement réfléchir à comment reprendre le contact avec la population, et vraiment l'identification des besoins très fins. Et on se dit finalement, ça devrait avoir, y compris pour les institutions publiques et privées autour, un vrai caractère un peu transformatif. Autrement dit, là où finalement on a fait un amorçage sur un projet, où finalement on a voulu répondre en fait à un besoin, quand ça marche, en fait, pourquoi ça ne devient pas finalement je vais dire ça comme ça, une prestation à part entière. C'est vraiment un sujet qu'on se pose dans d'autres domaines. On travaille beaucoup, par exemple, sur le champ de la prévention, où on dit, voilà, c'est vrai, il faut passer le système de santé du curatif au préventif. Et toutes les actions de promotion de la santé ou de prévention, on se dit, oui, c'est super, mais finalement, on ne va pas investir dessus parce que le retour sur investissement, c'est à long terme, ou alors un peu, c'est la pensée magique, ça se fait tout seul, quoi. Ça n'a pas besoin d'être financé. Donc ça nous interroge quand même sur ce modèle aussi de financement, ce modèle économique. Pourquoi on n'arrive pas à transformer, à se dire que c'est une vraie prestation dans laquelle on a un intérêt ? Alors, je ne dis pas qu'il faut que ce soit du 100% financement public ou 100% subvention, mais ça revient à ce que disait Philippe ou ce que dit Florence, c'est avoir un peu un mixte, mais en tout cas, le penser autrement. Ce n'est pas quelque chose en dehors du système, pour des personnes en dehors du système. En fait, c'est dedans.
C'est une réflexion, Morgane, que vous développiez dès le début, ça, de dire à un moment, en termes arguments, de dire à des accompagnateurs, moi je viens pas chercher de la subvention, en fait, je rends un service. Oui, alors peut-être deux informations complémentaires. Dans le cadre de cette expérimentation, on s'est vraiment attaché à intégrer dans le business plan initial de l'ingénierie. Donc c'est un point d'attention qu'on avait aussi dès le départ, qui a été un apprentissage, hein, puisqu'on ne le faisait pas il y a quelques années. Et également de travailler la gouvernance de façon très rapprochée avec tous ces acteurs. Donc ces apprentissages, on les a mis en place en pensant sans doute qu'il serait peut-être suffisant pour s'engager ou en tout cas être co-responsable un petit peu de l'avenir de ce projet qu'on ancrait dans un quartier, et donc ça veut dire auprès de bénéficiaires quand même qui aujourd'hui seront en attente de la suite. Et ensuite, moi, je suis très à l'aise pour que le rôle de nos structures, alors structure de l'ESS, association, soit un petit peu à l'initiative d'une démarche. En fait, soit OK avec le caractère expérimental, gratte un peu le territoire, bouleverse un petit peu. Voilà, je trouve que c'est exactement notre rôle et il me plaît en fait d'imaginer des projets de cette façon. Et ensuite, c'est se dire collectivement, on a embarqué dans une expérimentation. Comment on en ressort? Et aujourd'hui, si on fait ce travail fin, et ta remarque, c'est est-ce que tout de suite vous aviez cette pensée-là? Non, notre pensée s'est structurée au fur et à mesure de se dire, initialement sur de l'expérimentation, moi je suis très à l'aise pour avoir de la subvention, puisque je vais confirmer, préfigurer, repenser des hypothèses qu'on a imaginées. Mais quand on parle de conciergerie, quand on parle de quartier, quand on parle de public, on est sur de la maîtrise d'usage, c'est hyper fin. Donc en fait, il faut être sur le terrain pour constater, réadapter la préfiguration en fait, qu'on avait posée initialement. Une fois qu'on s'est dit ça, moi aujourd'hui, je revendique le fait d'être rémunéré par rapport au service qu'on rend. Parce que si je fais l'exercice de façon hyper concrète, il faut quelques colonnes et un tableau Excel, c'est hyper simple. Quel service on rend? On prend la place de qui? Ou en tout cas, qui est défaillant ou en tout cas pas présent sur le quartier? Et du coup, qui paye? Et si je fais ce truc-là, c'est pas à l'habitant de payer en bout de chaîne où on n'a pas un abonnement à les dimensionner pour que l'habitant ait une poste en bas de chez lui. Enfin, je pense pas. C'est pas à la conciergerie solidaire d'aller imaginer un modèle économique autonome sur une activité plutôt orientée sur l'intérêt général. Et donc, c'est comment, en fait, on réaffirme. Et on se repositionne nous aussi, puisqu'en fait, on n'a peut-être pas la même posture dans un cadre expérimental qu'un cadre finalement après pluriannuel, de considérer être un outil à la disposition du territoire en se disant on a mené une expérimentation collectivement, on sait que les besoins sont ceux-ci et que ça fonctionne comme ça. Maintenant, comment chacun reprend son rôle et comment on nous délègue peut-être cette mission-là d'aller vers. Un petit silence à ce moment-là. Je suis désolée, j'ai parlé fort. Donc, je vous propose de rebondir sur tout ce qui s'est dit en salle. Je ne sais pas, il y a comme à l'accoutumée des micros qui vont circuler. Est-ce que vous avez des réflexions, des questions, des observations? Voilà, je vous remercie de peut-être juste avant de poser votre question ou faire votre observation, de vous présenter. Et peut-être de vous lever pour qu'on puisse vous voir. C'est plus sympathique. Bonjour, Claudine Krener, je suis animatrice en santé publique dans une autre région. Je suis désolée, mais on est quand même venu vous voir parce qu'on trouvait que c'était intéressant, la démarche. Par rapport au modèle économique, nous, on est en train de le calculer. Très clairement, ça ne rentre pas dans les clous. C'est-à-dire qu'on arrive, quand on fait le calcul, on ne paye même pas l'ensemble des agents qui seraient mobilisés pour l'activité. Voilà, il faut être clair. Donc on sera forcément dépendant de subventions ou de mécènes. Voilà, je crois que c'est important de le dire aussi. Nous, notre stratégie, c'était de pouvoir offrir au plus près de la population. On est dans un territoire rural où il y a aussi des QPV. Donc l'idée, c'était de proposer l'offre au plus près, mais avec l'offre complète. C'est-à-dire que quelque part, c'est du dépistage, mais jusqu'à la réalisation du dépistage.
En tout cas, on attend le feu vert de notre direction pour voir si déjà s'ils veulent bien qu'on y aille. Et après, on sera forcément obligé, de toute façon, de travailler avec des acteurs publics standards, ARS, CPAM et tutti quanti, ça on le sait, CRCDC, mais on sera aussi obligé d'aller au-delà parce que de toute façon, ça ne financera pas ni le camion, ni l'ordinaire, l'entretien, même ordinaire, même en faisant le maximum de dépistage dans la journée. Merci de ce témoignage. Est-ce que quand on projette un modèle économique, on peut avoir de la subvention dedans quand on projette sur 3 à 5 ans? Comment vous considérez ça, vous? Bah oui, bien sûr. La subvention publique ou privée. Juste pour dire, ce matin, on a parlé beaucoup d'appels à projets, justement, qui permettaient d'avoir de la subvention par le public et par le privé. Nous, à la Fondation Mutualia, on a arrêté de faire des appels à projets parce que justement, on avait l'impression de toujours pousser les associations, les structures à avoir de nouvelles idées. Mais finalement, on ne les accompagnait pas suffisamment dans la durée. Puis on s'est rendu compte en plus qu'il y avait tout un tas d'associations qui pouvaient avoir besoin de nous pour du fonctionnement, justement, et ce sont souvent des petites structures qui sont des viviers d'innovation de services de proximité sur nos territoires, mais qui ne vont pas avoir les compétences techniques, tout simplement humaines, parce que parfois il n'y a pas de salariés. Donc ça, on a arrêté et on réalise maintenant un dispositif d'animation territoriale, c'est-à-dire qu'on flèche un budget par département qui va vers les associations qui, pour nous, développent la prévention et l'accès aux soins. Donc moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose à revoir là-dessus. L'appel à projet, oui, mais je pense que ce n'est pas une fin en soi. Et pour répondre plus précisément à votre question, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à aller convaincre un mécène, qu'il soit privé ou public, de s'inscrire dans la durée. À table, je vous disais tout à l'heure, moi, quelqu'un m'a ouvert les yeux. Alors, on va en parler encore, mais c'est Nicolas Bloin au niveau du Marsouin. Le jour, il m'a dit, mais c'est bien, tu me dis que tu vas m'accompagner tous les ans, puis que c'est un projet que vous allez inscrire dans la durée au niveau de la Fondation. Mais mine de rien, on ne signe finalement qu'une convention à l'année. Et moi, si on pouvait signer plutôt sur du fonctionnement et plutôt sur 3-5 ans, écoute, ça me permettrait aussi d'être plus en capacité d'anticiper sur mes recrutements, sur mes frais de personnel, etc. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter finalement à échanger des problématiques des uns et des autres parce que ce sont des problématiques, moi, je n'avais pas forcément tout ça en tête. Et aujourd'hui, les porteurs de projets avec qui on travaille, on a ça en tête et ça nous permet d'être peut-être plus sur du qualitatif et moins sur du quantitatif. Et je crois qu'il faut qu'on arrive vraiment tous à ça. Juste pour terminer cette question-là, chez France Active, ce profil de projet, vous les regardez comment et quels conseils tu pourrais donner, Philippe ? On les regarde de manière bienveillante, mais dubitative. Bienveillante parce qu'évidemment, si on prend les choses sous l'angle projet, on peut être que convaincu de son bien fondé parce qu'il y a un public et des besoins. Mais dubitative parce que si à un moment donné, la capacité de la structure à pouvoir faire valoir ce bien fondé-là à d'autres financeurs qu'elle-même, si elle n'est pas dans cette capacité-là, nous, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire grand-chose. Et on retombe là dans le modèle économique et on retombe là dans quelque chose qu'on voit régulièrement entre le côté militant, le côté projet, le côté innovation, la capacité de beaucoup d'associations à être en lien avec les besoins sociaux finement et de monter des projets pour y répondre.
Et puis, d'un certain point de vue, alors je ne vais pas parler d'incapacité parce que ce n'est pas vrai, il y a une capacité publique, voire privée, de répondre à ça, mais on voit bien que les vecteurs du dialogue ne sont pas toujours présents. Alors, je le dis d'autant plus facilement que ça a été largement évoqué ce matin, on voit bien que les vecteurs du dialogue sont d'autant moins présents quand on est dans un contexte de contrainte de la puissance publique par rapport à ces interventions. Et donc c'est là où ça me rend un peu dubitatif, c'est-à-dire que il y a probablement un curseur à trouver entre la capacité à répondre aux besoins qui sont présents, et ça fait toujours mal de dire ça, et la capacité de le financer réellement à la hauteur des besoins. Et c'est vrai que moi, dans ma lecture des choses, alors je ne suis pas un spécialiste de l'allée verte, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je ne l'ai pas dit, je le dis. Mais par contre, dans ma lecture des choses, c'est vrai que tout de suite, l'allée verte, c'est des frais supplémentaires par rapport à d'autres projets. C'est-à-dire que c'est une logistique. C'est une logistique, ça veut dire c'est aussi du personnel dédié pour conduire un camion, pour l'animer. Et donc, il y a tout un modèle qui n'est pas forcément le même, en tout cas qui peut être possiblement un peu plus coûteux au niveau économique, alors même que socialement, il est hyper intéressant parce que là, on va vers des publics qui sont fragiles et qui, eux, peuvent possiblement pas se déplacer vers les structures physiques. Voilà. Donc, ça et répond dans le pas à même votre temps, question. tu dis aussi c'est très moderne, donc c'est aussi un des arguments pour les porteurs de projets, c'est que quelque part, à un moment, il faut jouer de tous les leviers. Et de toute façon, ce que vous allez rechercher, vous, en tant que porteur de projet, c'est une certaine mixité d'approches et de cartographier ce qui va être adapté à votre propre cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame, au fond? On a les lumières en face, donc on ne voit pas bien tout ce qui... Merci Pascal Petit, Malakoff Humanis. Ce matin, on parlait hybridation, donc hybridation des financements, j'imagine. En fonction de la nature du porteur de projet, il n'a pas forcément accès au même financement. Est-ce qu'il n'y a pas à inventer aussi l'hybridation des porteurs de projets? Parce qu'on voit aussi maintenant des porteurs de projets qui sont ESS et qui créent une association pour accéder à certains financements et vice-versa. Donc peut-être du côté porteur de projet, sans présumer de quoi que ce soit, mais de regarder ce qui existe aussi sur le territoire autour de soi et s'associer. Voilà, travailler l'hybridation aussi auprès des porteurs de projets. Merci, Laure-Marie. Moi, je veux bien rebondir parce que c'était aussi, quand on a préparé la table ronde, une question qu'on a débattue, je ne sais pas si débattue, mais en tout cas sur lequel j'ai réagi par rapport au statut. Parce qu'effectivement, voilà, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple, ne peuvent pas avoir accès à tous les appels à projets parce qu'ils ne sont pas sous statut associatif. Alors, à partir du moment où on regarde finalement quel est l'intérêt du projet, l'intérêt général, et si finalement la structure, elle peut ou pas autofinancer, ce qui peut être un déterminant pour ensuite accepter ou non de l'aider, c'est vrai qu'il y a un peu une incohérence finalement dans le système. Et donc, de mon point de vue, rechercher aussi finalement l'hybridation, y compris des porteurs de projets, je trouve que c'est intéressant, dans le sens où ce qu'il faut, c'est arriver à consolider finalement des projets qui répondent à un besoin bien identifié et qui est suffisamment solide pour pouvoir être porté dans la durée et pouvoir ensuite voilà, se pérenniser. Et ça me faisait aussi réagir puisque le statut effectivement de SARL d'une entreprise d'insertion voilà, n'est pas celui d'une association, quoi. Exactement. Il y a deux démarches qu'on anime à la conciergerie à ce sujet-là. Une première, c'est une réflexion qui est vraiment très actuelle sur juste créer ce statut associatif parce que, mine de rien, il nous permet aussi d'être des fois dans la bonne case et c'est quand même souvent aidant. Et puis, deuxième réflexion, c'est aussi sur certains territoires sur lesquels on n'est pas. Il n'y a pas forcément de volonté de notre part, en fait, à y aller directement. C'est comment aussi on accompagne des porteurs de projets en local. Et je pense notamment à Territoire Zéro Chômeur de longue durée, par exemple, qui est présent sur certains territoires. Et donc, on s'associe à eux. Et donc, l'idée, c'est un peu à la fois, nous, d'arriver avec notre compétence technique sur la capacité à proposer, en fait, un kit, des outils, etc., pour qu'ils aillent un peu plus vite dans leur structuration. Et également que le
portage en fait s'effectue par Territoire Zéro Chômeur, leurs salariés, parce que ça fait clairement sens par rapport à leur ADN également. Et donc nos doubles statuts et notre capacité ensemble à aller chercher différents partenaires, je pense que ça peut faire des choses assez chouettes. Donc je vous rejoins là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux dernières questions? Là et puis là au milieu aussi. Je venais en appui de ce qui venait de se dire, parce que je fais partie d'un groupement hospitalier. L'hôpital, comme vous savez, ne se porte pas très bien sur le plan financier. Donc tous les projets de prévention, de promotion de santé se font sans financement hospitalier. Et on voit bien déjà un manque d'ouverture des appels à projets à destination des structures publiques. Et puis, même quand c'est ouvert à nous, enfin, j'ai vu des projets similaires qui sont financés, pour lesquels on octroie une subvention à une association, et pour le même projet, on ne l'octroie pas à l'hôpital parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'hôpital demande des sous, alors qu'il y a déjà des financements du ministère. Pour autant, c'est que des budgets de fonctionnement spécifiquement hospitaliers et pas du tout dans la promotion, la prévention et la promotion de santé. Une réaction là-dessus, Florence? Pour le coup, l'hôpital n'a pas il n'y a pas de caractère commercial derrière votre activité. Donc, effectivement, pour moi, nous, on a aidé l'hôpital de Vannes là, dernièrement sur une action de prévention qu'ils mettaient en place et qu'on trouvait tout à fait intéressante. Et c'est pas parce que c'était l'hôpital et pas une association. Enfin, on s'est pas dit, ils ont déjà toutes les aides publiques, on ne va pas les aider. Et je suis d'accord. Il y a des structures autres que les structures associatives que l'on peut aujourd'hui aider par des subventions. Là où on était un petit peu en désaccord toutes les deux, c'était sur le fait que dans l'économie sociale et solidaire, il y a quand même des acteurs qui ont un but commercial. On a l'ESS vraiment social et on a des structures dont le but est de faire du commerce. Et à partir de là, moi, je trouve ça plutôt logique aujourd'hui que le mécénat reste en disponibilité plutôt pour les acteurs de l'ESS sans caractère commercial. Mais pour un hôpital, bien sûr. Donc pas d'impossibilité. Pas d'impossibilité. Une dernière question au milieu. Oui, bonjour. Je suis Annie de la Fédération des centres sociaux de Loire-Atlantique et je suis accompagnée de plusieurs centres sociaux et espaces de vie sociale à côté de moi. On s'est interrogé sur la place que vous faites aux projets qui portent sur une entrée plutôt de lien social et d'animation de la vie sociale sur le territoire, donc mesurable d'une manière peut-être un peu différente aussi. Voilà, quelle place faites-vous à ces projets qui, pour nous, répondent à un objectif de prévention sur les territoires ? Je pense qu'on va pouvoir répondre à plusieurs voix sur l'intérêt. Quand on voit les difficultés actuelles, notamment, il y a beaucoup quand même de réflexions autour de l'isolement. Et donc, le fait que créer du lien social et avoir des projets en fait, autour du lien social, finalement, le lien social, c'est aussi un déterminant de santé. C'en est même un essentiel. Donc, pour moi, c'est des projets qui ont une place tout à fait pertinente et nécessaire. Florence, tu confirmes ? De la même manière, notre raison d'être, c'est créer du lien, contribuer à la bonne santé. On a intégré la création de liens directement dans cette raison d'être parce que sans liens sociaux, nous sommes des animaux sociaux, on ne peut pas avoir une bonne santé mentale. Je ne sais plus, on le disait l'autre jour, finalement, on revient un petit peu en arrière. Enfin, on se rend compte qu'on allait très très loin dans le digital, dans ces services de proximité qui ne sont plus présents, en tout cas en zone rurale, et il va falloir recréer du lien. Donc oui, bien sûr, ce sont des projets qu'on suit de très près. Morgane, après le mot du début, le mot de la fin. Voilà, beaucoup de pression, c'était pas mon attente en prenant la parole. Non, mais je voulais proposer une illustration. C'est vrai que souvent c'est compliqué aussi de mettre des mots derrière le lien social, mettre des chiffres avec des acteurs qui sont très en attente sur ces sujets.
Mais une fois qu'ils ont compris, souvent qu'en fait le lien social c'est un prétexte, en tout cas c'est une manière en fait de rentrer en connexion avec les gens et ensuite de les orienter. Enfin, la table ronde précédente parlait de ramener vers, et donc tout le travail en fait d'orientation vers les dispositifs, de faciliter le recours, etc. aux dispositifs existants pour tous ces publics. Finalement, c'est pas rien, lien social. Une fois qu'on arrive à démontrer en fait ce qui génère et tout ce travail en fait de tiers, de structures qui sont dans les quartiers aux côtés d'habitants, qui ont une vraie culture et une vraie capacité à rentrer en contact avec ces bénéficiaires-là, qui savent exactement comment parler, comment serrer la main, enfin, c'est une vraie compétence, et je pense que c'est aujourd'hui hyper important de la mettre à l'honneur, d'en être très fier et de se dire qu'elle s'ancre complètement dans la dynamique d'Aller Vers, parce que sans je dirais, ce petit trait d'union, en fait, la dynamique d'Aller Vers, elle n'existe pas. On a démarré cette table ronde sur les facteurs limitants pour faire référence à cette enquête où on voit bien que les associations développent une complexité de stratégie pour faire face à ce financement. On voit des qui vont chercher des dons, on voit des qui vont chercher du mécénat, on voit des qui réfléchissent à faire baisser leurs coûts. Donc on voit toute cette complexité, on voit des qui développent leur autofinancement, je ne vais pas oublier France Active quand même. Donc on voit qu'il y a de la complexité, mais globalement à la question est-ce que vous êtes confiant dans l'avenir sur cette enquête, 6700 répondants, il y a 70% qui répondent oui. Donc on finira sur cette note positive de, malgré cette complexité-là, vous, acteurs qui êtes dans la salle, vous restez confiants dans l'avenir et nous en avons besoin. Merci à nos intervenants. Merci. Merci.